prenez place. On nous précise, s'il vous plaît, qu'il est nécessaire de respecter les distanciations sociales avec un siège d'écart entre pour les groupes non constitués, on va dire. Un peu comme au cinéma, finalement. Hein, voilà. Donc 180 places sont disponibles sur les 250. Tout le monde pourra s'asseoir, mais effectivement, pour les groupes non constitués, il est préférable de garder un siège de distance. Allez, Bordeaux, c'est une soixantaine d'appellations, 6 principaux cépages, 3 en rouge, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, 3 en blanc, Sémillon, Sauvignon, Muscadelle. Ces 3 principaux cépages, dans chacune des couleurs, représentent 97% de l'encépagement. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au trophée Bordeaux Vignoble Engagé, cérémonie qui commencera à 19h. Mais avant cette cérémonie, on voulait vous faire partager le regard d'acteurs majeurs du vignoble bordelais autour de ce thème sagement provocateur: Bordeaux doit-il changer de cépage? Enjeu de climat, enjeu de goût. À nos côtés, donc, 3 personnes. Céline Vlostovisser, présidente de la cave coopérative de Sauveterre Blasimont Espier, Thomas Duroux, directeur général de Château Palmer, et Jérémy Kuckerman, directeur de la Cage Wine School et Master of Wine, et également écrivain. Avant d'aborder les principaux sujets qui vont structurer ces 45 minutes de débat, au cours desquels on va parler évidemment de l'urgence climatique, mais aussi de cette question des cépages avec ses conséquences sur l'enjeu du goût et les identités, on va proposer à nos 3 invités de se présenter rapidement. Tout le monde ne vous connaît pas. Céline, on va commencer par vous. Quelques mots sur votre parcours et puis votre engagement aujourd'hui au service du vignoble bordelais. Qui êtes-vous finalement? Alors vraiment quelques mots. Bonjour à tous, merci surtout pour votre invitation. Je suis une viticultrice sur une exploitation familiale qui est située à une cinquantaine de kilomètres de Bordeaux et qui est adhérente à une cave coopérative, donc vous l'avez cité, cave de Sauveterre Blasimont Espier, et qui travaille également avec une autre cave coopérative, la cave de Louis Vallon, dans une union qui s'appelle Bordeaux Families. Et peut-être qu'au cours de la soirée, on en reparlera, puisque c'est une union qui est engagée notamment dans le processus d'évolution sur le plan environnemental, dans des démarches de certification, et donc qui a mis en place un certain nombre de mesures récemment par rapport aux évolutions de cépages, mais aussi de façon plus générale sur des thèmes environnementaux. Donc aujourd'hui, vous intervenez sur ce territoire vaste de l'Entre-deux-Mers, c'est 99 hectares, c'est une propriété familiale, on est bien d'accord? Alors c'est une exploitation familiale et donc nous sommes 170 familles à être regroupées et à travailler, à avoir mis notre chai en commun et à travailler ensemble pour à la fois la vinification des vins et ensuite la commercialisation de nos vins à travers le monde, mais aussi en France, à travers donc la cave coopérative. Et donc, parmi les actions qui vous mobilisent, on peut dire que vous avez un pied dans cette cave de Sauveterre dont vous allez beaucoup nous parler, mais aussi un autre au sein du syndicat Bordeaux Supérieur. Voilà, et donc on a la possibilité en tant que vigneron, puisque c'est le cas, on peut être président de cave coopérative, mais quand on est président de cave coopérative, on est forcément vigneron, puisque l'ensemble des familles va désigner parmi elles un certain nombre d'administrateurs, et les administrateurs vont désigner un président, mais également en tant que vigneron, donc on peut siéger au syndicat des vins de Bordeaux, et là pouvoir travailler de façon collective sur l'établissement des cahiers des charges, et de façon plus générale sur l'avenir de l'appellation et les grands enjeux qui nous préoccupent aujourd'hui. Merci Céline. On va passer de l'autre côté du fleuve avec Thomas Duroux. On va s'arrêter à Margaux, Château Palmer, Grand Cru classé 1855. Quelques mots Thomas sur ton engagement au chevet de Palmer depuis de longues années. Au chevet, je ne sais pas si c'est le mot qui convient. Oui, alors moi j'ai donc une formation d'ingénieur et d'œnologue. Je me suis pas mal baladé au début de ma carrière. Et en 2004, les propriétaires de Palmer m'en ont confié les clés. Donc ça commence à faire un petit peu de temps. À travers cet engagement pour la propriété, nous avons pris des routes diverses et variées pour aujourd'hui nous placer dans une vision de la viticulture qui nous apporte
beaucoup de satisfaction, mais qui nous apporte aussi beaucoup de complications au quotidien. On va y venir, on va aborder évidemment toutes ces complications et on va laisser la parole avant à Jérémy Kuckerman, donc directeur de la Kedge Business School, mais aussi Master of Wine. Et tu tenais particulièrement, Jérémy, à ce que ce thème soit abordé ce soir. Tout à fait. Merci d'avoir répondu positivement à ce souhait. Donc effectivement, moi, des trois, je suis le plus éloigné du vignoble, en tout cas physiquement, même si j'en parle tous les jours, avec effectivement la direction de la Kedge Wine School, donc quelques 300 étudiants qu'on forme chaque année et qu'on essaye de sensibiliser à l'engagement et aux enjeux de la filière, dont on va parler évidemment ce soir. Et puis en parallèle, auteur, notamment en ce moment, je travaille sur un livre sur le changement climatique et le vin avec un climatologue. Donc bien évidemment, un des sujets sous-jacents de la soirée. Et puis quelques autres casquettes. Mais en tout cas, voilà, c'est ravi d'être ici ce soir pour parler de sujet qui, à mon avis, est un sujet important. Alors justement, on va te proposer d'introduire finalement ce débat avec une question toute simple. Pourquoi ces cépages dont je parlais en introduction, donc qui constituent 97% de l'encépagement, pourquoi se sont-ils répandus de façon aussi majoritaire à Bordeaux et en quoi ces cépages sont-ils menacés à moyen terme? Quelques mots pour nous faire comprendre. Alors, il y a beaucoup de questions sous-jacentes dans la question qui est posée ce soir. Il y a la question effectivement du défi climatique et de l'adaptation et de l'atténuation. On va développer, je pense, là-dessus. Il y a effectivement des enjeux importants. Après, il y a cette question sur les décisions récentes qui ont été prises dans les appellations Bordeaux et Bordeaux supérieur. Donc là, on touche à l'histoire, au patrimoine, à l'identité. Donc voilà, je pense une question importante, cette question de la transmission qui doit être incarnée par l'AOC. J'en parlerai un petit peu plus tard parce que je pense que c'est important de rappeler comment les appellations d'origine sont nées en 1935. Et puis après, effectivement, il y a la question de comment se sont répandus les cépages. Alors les cépages, ils se sont répandus comment? Principalement, il y a eu évidemment des mouvements migratoires, mais il y a eu surtout nos anciens, d'anciennes générations, qui se sont rendus compte qu'il y avait une réponse particulière du terroir à certains cépages. D'ailleurs, le cépage et les cépages sont une composante majeure du terroir. Donc je pense que c'est comme ça que ces cépages sont devenus majoritaires. Donc par empirisme, par observation. Donc on parle ici finalement de conditions microclimatiques, géologiques, pédologiques, topographiques. C'est pour toutes ces raisons que les cépages sont devenus majoritaires. Alors aujourd'hui, on a effectivement une des composantes qui a bougé, c'est le climat. Les autres sont constantes. Donc c'est vrai qu'on a pris des décisions, néanmoins il y a quand même des constantes. Donc c'est là où ça va être intéressant d'en parler. Après, il y a la question de la menace. Moi, je serais un petit peu plus prudent sur l'aspect menace parce que je pense que Bordeaux a une formidable chance, c'est qu'il y a une palette de cépages importants à Bordeaux. Il y a d'autres régions pour lesquelles ça n'est pas le cas. Le plus évidente, c'est la Bourgogne, où il y a un cépage en blanc et en rouge. Donc évidemment, là, si on prend des décisions, ça veut dire qu'on passe à l'assemblage ou alors qu'on se détourne d'un cépage. Ce n'est pas le cas en Bourgogne. Il y a déjà un certain nombre de cépages. Alors évidemment, ils ont des profils organoleptiques différents, ils ont des réponses phénologiques différentes. Et c'est en ça que je ne suis pas sûr qu'ils soient tous menacés. Après, la question, c'est ils se sont répandus d'abord par observation, et puis après, ils se sont peut-être répandus aussi par réponse au marché. En l'occurrence, un marché qui est parfois un petit peu impatient. Et on avait des cépages à Bordeaux qui demandaient un petit peu de patience, et on en avait d'autres, en l'occurrence le Merlot, qui était peut-être un petit peu plus flatteur rapidement, et qui s'est répandu. Et on peut se poser la question de est-ce qu'il s'est répandu à bon escient et toujours au bon endroit. Ça, c'est une vraie question, parce qu'aujourd'hui, face au climat, on a un cépage qui est un petit peu plus capiteux, qui monte plus en alcool, qui perd plus en acidité et qui pose plus de questions. En revanche, on a d'autres cépages, en rouge, le Cabernet Franc et le Cabernet Sauvignon, pour ne pas les citer, qui ont un profil organoleptique et des caractéristiques qui, à mon avis, offrent un certain nombre de garanties à court et moyen terme. Donc je pense que la prudence devrait être de mise quand on dit qu'ils sont menacés. Je ne suis pas sûr que l'identité de Bordeaux et les cépages bordelais soient tous menacés aujourd'hui. Tu es rentré très vite dans le sujet, Jérémy. Tu nous as presque donné ta conclusion. Avant d'arriver sur ce chemin-là, j'aimerais qu'on permette à Thomas de nous dire quelques mots de l'enjeu climatique, finalement. En quoi constitue-t-il aujourd'hui une urgence à réagir? Cette urgence climatique nous pousse-t-elle véritablement à réagir? Comment observes-tu ça de tes vignes de Château Palmer?
Mais là aussi, le sujet est complexe et on peut l'aborder de plusieurs manières. Il y a d'abord la partie purement agronomique. Et on constate à la fois, au cours de ces 20 dernières années et à travers le réchauffement climatique, un nombre de grands millésimes auxquels nous étions peu habitués. Donc ça, c'est le côté positif. Il y a en même temps des contraintes dans la culture de la vigne nouvelle, qui concernent par exemple les jeunes plantations, qui concernent des stress hydriques qui arrivent peut-être de manière excessive à des moments donnés du développement du vignoble où ils ne sont pas tout à fait désirés. Et puis, pour reprendre ce que disait Jérémy, il y a aussi des préoccupations sur la qualité des vins produits. Je me souviens de Denis Dubourdieu, dont j'ai eu la chance de suivre les cours, qui disait souvent qu'un cépage, pour exprimer toute sa complexité, toute sa finesse, doit être cultivé dans sa zone limite de maturité. Alors très clairement, un cépage comme le Merlot aujourd'hui n'est pas ou n'est plus à Bordeaux dans sa zone limite de maturité. À côté de ça, si on réfléchit, où trouve-t-on dans le monde des vins produits à partir du cépage Merlot qui donnent autant de complexité, de raffinement que ceux que nous sommes capables de produire ici dans cette belle région? Eh bien, dans pas beaucoup d'endroits. J'ai eu la chance de travailler sur ce cépage dans d'autres vignobles et je crois pouvoir dire tranquillement que c'est à Bordeaux qu'on trouve les plus grands merlots. En 2020, vous vous rappelez sûrement du climat, de ce millésime si particulier, avec un printemps humide, mais un été très sec et très chaud, même si à la mi-août, des pluies sont venues un petit peu rééquilibrer tout ça. Et je dois dire qu'avec mon équipe, nous étions inquiets et nous nous demandions si nous ne commencions pas à atteindre les limites du cépage Merlot en termes de qualité, en termes de raffinement, en termes de style, sachant que le Merlot à Palmer est un cépage extrêmement important. Et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Les Merlots, et je crois que ça a été reconnu unanimement par beaucoup de leaders d'opinion, les Merlots en 2020 se sont comportés de manière remarquable et ont permis de produire des vins tout à fait conformes à l'idée que nous nous en faisons sur le terroir bordelais. Les choses sont donc complexes et je ne suis pas sûr que nous réussissions à les expliquer de manière parfaitement scientifique à ce jour. Ils se sont comportés de manière parfaite parce que vous avez pratiqué des méthodes culturales particulières, ou pensez-vous plutôt justement que nous sommes en sursis? J'aurais du mal à répondre de manière catégorique. Je crois néanmoins que la vigne a une capacité de résilience tout à fait remarquable, en particulier quand le sol sur lequel elle se développe est un sol vivant, riche en micro-organismes, complexe, avec une matière organique stable, et que, pour faire une image un peu triviale, à la différence d'une plante qui est élevée en hors-sol, une vigne dans un vrai terroir, dans un vrai horizon pédologique qui est respecté, qui est entretenu, qui est compris par le viticulteur, a cette capacité de résilience. Et après, effectivement, les méthodes culturales ont évolué. Il y a 15 ans, on travaillait beaucoup sur les surfaces foliaires pour essayer de les optimiser et pour avoir des maturités optimales. Aujourd'hui, on a un raisonnement un peu différent sur les surfaces foliaires parce que notre objectif n'est pas tant d'avoir des niveaux de sucre élevés, mais plutôt d'avoir un équilibre entre maturité phénolique, maturité technologique, maturité aromatique. Donc, nous nous adaptons. Céline, cette question de l'urgence climatique et notre capacité à nous y adapter est un sujet, mais pas que. La dimension économique, pour vous, pèse également beaucoup. Oui, la dimension économique pèse, effectivement. Ceci étant, que ce soit au niveau de la cave ou au niveau du syndical, une réflexion de fond a lieu sur l'évolution de l'encépagement. Au niveau du syndicat, elle a démarré il y a plusieurs années. Déjà en 2017, on a mené une réflexion sur faut-il ouvrir le cahier des charges à d'autres cépages? Faut-il expérimenter sur certaines zones l'implantation de cépages qui arrivent d'autres régions, voire d'autres régions du monde, puisqu'on a quand même vu un certain nombre d'évolutions, notamment sur des printemps parfois avec des gelées printanières assez sévères, des épisodes de sécheresse au cœur de l'été, et puis aussi parfois
une condition de fin de saison qui fait que les degrés, les teneurs en sucre augmentent de façon assez importante. Donc on a eu cette réflexion et finalement, de façon assez rapide, un consensus a pu être trouvé sur la nécessité, à titre expérimental, d'implanter jusqu'à 5% sur une exploitation de cépages dits différents, donc hors de ceux que l'on a l'habitude de trouver à Bordeaux. C'est allé assez vite finalement dans notre débat interne. Ça a été porté au niveau national et là, depuis quelques mois maintenant, nous avons la possibilité, via notre cahier des charges, de tester ces nouveaux cépages. Alors, notre état d'esprit, ce n'était pas de changer du tout au tout ou de communiquer sur de nouvelles cuvées à base de ces cépages. Ce n'était pas ça. C'était plutôt de voir comment vont se comporter dans notre territoire avec nos conditions climatiques actuelles et selon les terroirs, ces cépages. Que vont-ils donner d'un point de vue organoleptique dans les années à venir? Et ensuite, de voir si oui ou non ils sont adaptés. Donc ça veut dire qu'on s'est donné la possibilité de les tester, mais aussi de ne pas les conserver en appellation. Et dans tous les cas, la volonté, c'était de ne les intégrer qu'à faible pourcentage dans des assemblages pour qu'ils ne modifient pas à court terme la typicité de Bordeaux. On va revenir justement à cette palette des cépages et aux assemblages et aux nouveaux cépages. Mais ce qui est important de souligner, c'est que la dimension économique pesait évidemment beaucoup parce que tous vos vignerons, on leur demande beaucoup à un moment particulier où il y a l'urgence climatique, mais aussi une dimension économique qui pèse sur leurs épaules et à laquelle des grands crus classés peuvent peut-être parfois plus facilement résister. Oui, sachant que la notion de cépage n'est pas forcément celle sur laquelle l'impact économique est le plus fort. Puisque, bon, à court terme, c'était plutôt, dans l'intégration du cahier des charges, c'était plutôt des cépages qui allaient s'adapter davantage aux évolutions climatiques, c'est-à-dire qui allaient mieux se comporter en fin de saison. Alors la bonne nouvelle pour nous, c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure, le merlot prend du sucre, mais le cabernet sauvignon mûrit peut-être un petit peu mieux depuis quelques années. Donc ça nous permet d'atteindre vraiment des superbes qualités en cabernet sauvignon ou en cabernet franc, par exemple. C'était peut-être un peu moins le cas par le passé, ou du moins c'était un peu plus aléatoire en fonction des années. C'est vrai qu'on a des profils de cuvée réguliers maintenant sur ces cépages. Donc sur les cépages que l'on a intégrés, c'était des cépages plutôt qui allaient s'adapter à plutôt dans le cadre réchauffement climatique. Et demain, l'ouverture se fera certainement sur des cépages qui auront la potentialité d'être résistants ou présenter du moins des phénomènes de résistance sur certaines maladies. Donc là, il y aura une autre dimension économique, mais aussi environnementale, puisque l'enjeu, c'est à la fois de diminuer le nombre de passages, de traitements, mais également de diminuer l'impact environnemental de nos pratiques, avec certes peut-être un investissement qui se fera pour les générations futures, puisque lorsqu'on plante, évidemment, il faut 3 ans avant que ça produise, le temps que la vigne arrive en pleine production, que les cuvées soient élaborées, le vin commercialisé, le pas de temps est très lent. Et le temps que l'ensemble du vignoble soit modifié, c'est à l'échelle d'une ou de 2 générations. Mais pour autant, à court terme, c'est vrai qu'on pourrait avoir un impact direct environnemental lié à ces évolutions de cépages. Cette question du temps de la réaction, justement, est importante, Jérémy. L'urgence climatique impose-t-elle une urgence de la réaction ? Alors le fait d'expérimenter et de faire les choses relativement vite, c'est une certitude. Après, la question, c'est dans quel cadre ou quel terrain de jeu on définit. Moi c'est là où j'appelle à la prudence, c'est qu'effectivement, en 1935, le baron Leroy de Boiseau-Marié avec Joseph Capus, donc le baron Leroy de Boiseau-Marié, qui était vigneron à Châteauneuf, était venu chercher le sénateur de la Gironde pour fonder l'Institut national des appellations d'origine. Et la volonté était assez simple, c'était de protéger, c'était de contrôler et de protéger des choses qui avaient été observées et qui avaient donné satisfaction. Et en l'occurrence, cette équation dont je parlais tout à l'heure, qui est l'équation terroir. Donc c'est vrai que moi, la question que je me pose, c'est pourquoi l'AOC ? L'AOC, c'est un potentiel qualitatif qui est reconnu. Donc c'est vrai qu'on touche malgré tout à un équilibre. Après, évidemment que la diversité variétale est une des réponses et il faut explorer toutes les réponses. Et les défis climatiques nous demandent d'être réactifs, mais pas forcément de nous précipiter. Ensuite, ce qui est important de savoir, c'est que
d'avoir à l'esprit, c'est qu'on parle tout le temps de réchauffement climatique. Mais en fait, le changement climatique, c'est bien plus de choses que ça. Et en fait, ce qui fait que l'équation est très complexe, c'est que le principal phénomène du changement climatique, c'est la variabilité. C'est une variabilité annuelle ou une variabilité intrasaisonnière, c'est-à-dire qu'on a une multiplication de ce qu'on appelle les extrêmes climatiques. Donc effectivement, on a un avancement des stades phénologiques, on a des débourrements très précoces et après un risque gel beaucoup plus élevé, mais on a aussi derrière potentiellement de la canicule, des périodes de précipitation très fortes, et donc on a beaucoup finalement de paramètres à gérer au sein d'une saison. C'est en ça que l'équation est compliquée. Après, moi je pense qu'effectivement, tester de nouveaux cépages, évidemment, tester de nouveaux cépages dans l'AOC, je ne sais pas. Et après, dernière chose, pour moi, l'AOC, c'est une forme d'identité, c'est l'ADN de la région. Et en l'occurrence, dans les décisions récentes qui ont été prises, il y a un certain nombre de cépages qui sont assez éloignés de l'ADN de Bordeaux. Et c'est là où, à mon avis, il y a une discussion intéressante, c'est qu'effectivement, quand on parle de cépages qui sont de la famille des Cabernets, on a une légitimité, me semble-t-il, par rapport à ce patrimoine. Quand on parle du Touriga national ou de l'Albarino, qui sont des cépages extrêmement intéressants au niveau qualitatif, mais qui évoluent sur d'autres géologies, sur d'autres topographies, et qui donnent des résultats organoleptiques très différents. Et là, on s'éloigne un petit peu de Bordeaux. On va venir à cette question des cépages. Jérémy, j'aurais juste qu'on reste quelques secondes supplémentaires sur cette réaction, en donnant la parole à Céline, puisque cette urgence climatique a engagé du côté Sauveterre des réactions, avec notamment des groupements et des opérations pilotes. Oui. Il se passe plein de choses. Est-ce que vous souhaitez qu'on réagisse sur le on va y venir. Donc on va y là, venir plutôt dans la deuxième partie. sur les mesures mises en place les cépages, dans la structure. Je pense que vous allez pouvoir croiser vos regards, ça va être intéressant, mais on a besoin de comprendre ce que vous faites aujourd'hui d'abord. Oui, les actions sont assez diverses. Ça peut être, comme on l'a dit tout à l'heure, l'incitation à tester sur un certain nombre de parcelles des cépages différents, ça peut être un point, mais c'est aussi de façon plus globale des actions très diverses sur différents thèmes. Ça peut être sur la faune, sur la flore, ça peut être sur la biodiversité, ça peut être aussi à travers un groupement que l'on a mis en place il y a un peu plus d'un an maintenant, qui est un GI2E, un groupement d'intérêt environnemental et économique. Alors pour le jeu de mots, il s'appelle BGs, petit clin d'œil pour les abeilles, mais où notre objectif, c'est d'avoir mis en place des pratiques un peu pilotes sur des exploitations sur la base du volontariat. Ce sont aujourd'hui un peu plus d'une dizaine d'exploitations qui vont tester de nouvelles pratiques, qui vont mettre en place des choses un petit peu différentes pour les tester, pour voir évidemment si on peut ou non les appliquer sur l'ensemble des exploitations des coopératives. Je vous parlais de Bordeaux Familles, aujourd'hui c'est 300 familles. Donc les pratiques qui peuvent avoir un intérêt, eh bien évidemment, on va plutôt pousser les familles à aller dans ce sens-là. Et au contraire, peut-être que certaines qui seront un petit peu moins intéressantes pourraient être mises de côté. De façon très concrète. Oui, quel type de pratique pour qu'on comprenne de façon bien, qui est partagé. Oui, bien sûr, de façon très concrète. Par exemple, en ce moment, on constate quand même des difficultés à positionner, notamment des traitements par rapport à une incertitude sur la météo. Enfin, je pense que tous les vignerons qui sont présents aujourd'hui vont comprendre de quoi je parle. C'est vrai qu'on a une vraie difficulté aujourd'hui dans la prévision, même à quelques jours. Et aussi, on a une nécessité d'avoir une donnée météo très fiable, parce qu'on s'en sert pour faire tourner des modèles qui vont nous donner des tendances de pression sur des parasites. Exemple très concret, un parasite qui est le mildiou, qui est une maladie cryptogamique, qui est un champignon. Elle va dépendre des températures, des pluies, etc. Et donc, si on a des données très fiables sur les conditions climatiques, on va avoir aussi la capacité à estimer la pression parasitaire. Et donc, pour renforcer cette connaissance-là, on a décidé de mettre en place un réseau de stations, et à travers notamment le GI2E, ça va être des implantations à des endroits stratégiques sur un réseau de stations beaucoup plus dense. C'est un exemple très concret. Donc des viticulteurs pilotes qui font partager aux 170 familles que vous évoquiez tout à l'heure. Voilà, par exemple. D'autres thèmes comme la biodiversité, les abeilles sont d'autres sujets qui Voilà, par exemple, ça va être les abeilles. Donc là, c'est les implantations de ruches, c'est un petit peu plus classique. Des implantations de haies, mais ça, c'est des choses que l'on voit assez couramment. Ou après, des pratiques très précises sur de la gestion de l'herbe ou sur des implantations particulières sur les interlignes. Ces actions ont commencé véritablement à partir de quand ? Disons que ça fait un peu plus d'un an. Alors évidemment, avec le Covid, les réunions et la transmission est un petit peu plus délicate à mettre en place, mais ça s'est mené depuis maintenant plus de 2 campagnes. Et on peut dire justement que c'est cette urgence climatique qui a provoqué cette réaction, très concrètement. Alors est-ce que c'est l'urgence climatique ou est-ce que c'est aussi une volonté vraiment d'évoluer, d'avancer, d'une prise de conscience et
vis-à-vis aussi d'une demande qui est plus générale, qui est sociétale vis-à-vis de la viticulture, mais aussi, on va dire, vis-à-vis de l'agriculture. Donc aussi une envie d'exploitation, de viticulteurs qui se disent, il faut qu'on avance. On est aussi là dans un pas de temps qui est très long, puisque nous sommes des exploitations familiales qui seront non transmises, mais avec quand même cette perspective d'avoir à transmettre à la fois un patrimoine, un savoir-faire, et de laisser à nos enfants, nos petits-enfants, un outil de production et aussi un environnement qui soit à la hauteur de leurs attentes. Oui. Thomas, Château Palmer, qu'est-ce que ça a modifié fondamentalement dans vos pratiques ou dans vos expériences ? C'est une vue assez globale. Je suis d'accord, le réchauffement climatique ou le changement climatique sont des préoccupations majeures, mais il y a d'autres préoccupations environnementales, sociétales, et puis la recherche perpétuelle d'aller interpréter de la manière la plus fine et la plus juste possible l'expression d'un lieu à travers les vins que nous produisons. Donc, pour toutes ces raisons-là, avec tous ces objectifs-là, nous menons depuis maintenant une dizaine d'années beaucoup d'expériences, beaucoup de remises en question, avec des réussites, mais aussi avec des échecs. Et des prises de risques. Et pas mal de prises de risques. Quelques expériences à nous faire partager, Thomas. Depuis 10 ans, qu'est-ce qu'on doit retenir sur des expériences fortes qui ont été engagées ? Je crois que la première et celle qui compte la plus pour moi à ce stade, c'est la prise de conscience de l'aspect vivant du sol. Et j'ai quelques images gravées et qui le resteront longtemps de sols qui ne sentaient pas grand-chose, qui ne donnaient pas beaucoup de sensations et qui tout d'un coup, lorsque nous allions les travailler, réveillaient en nous des sens qui allaient bien au-delà du visuel. On a aussi beaucoup travaillé sur la complexité de l'environnement, des arbres, le rôle qu'ils peuvent jouer dans la régulation hydrique, dans la régulation de l'entomofaune, etc. L'importance de l'eau, et pas seulement à travers les précipitations, ni les nappes phréatiques, mais aussi la circulation de l'eau au sens large du domaine agricole. Et le domaine agricole n'étant pas seulement le vignoble, mais aussi ce qu'il y a autour, avec des rôles de régulation très importants de marécages qui peuvent jouer un rôle de filtration et de régulation de l'eau, un peu comme en Rhin. Donc c'est vraiment cette vision beaucoup plus large et beaucoup plus globale de notre environnement agricole qui nous permet d'appréhender, je dirais, d'une manière un peu différente tous les défis auxquels nous sommes exposés pour les années à venir. Parmi ces défis, on va poursuivre justement sur le chemin sur lequel veut nous emmener Jérémy. Parmi ces défis, l'introduction de nouveaux cépages constitue-t-il un enjeu majeur, Thomas ? Est-ce que déjà, Palmer, vous avez testé des choses avec de nouveaux cépages ? Qu'est-ce que toi tu en penses ? Quel est ton regard ? Et puis faut-il assouplir les cahiers des charges ? Moi je retiens deux choses de ce qu'a dit Jérémy, deux choses, entre autres, et en tout cas sur ce sujet. D'abord, les mouvements des cépages à travers les temps et à travers l'espace. C'est vrai que les cépages ont beaucoup circulé. Ils ont énormément circulé. Lorsqu'on se replonge dans des ampélographies du 19e ou du début du 20e, on se rend compte à quel point l'utilisation des cépages était multiple et variée et était très libre à travers les différents vignobles européens. L'autre chose que je retiens, c'est qu'effectivement, à travers le travail de l'homme, à travers le travail des vignerons, les AOC ont permis d'identifier les critères qui permettent de mettre en valeur de la manière la plus sensible possible les qualités d'un lieu, les qualités d'un terroir. Et ça, c'est une chance pour la France, c'est une chance pour nos vignobles et pour l'agriculture en général. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas oublier le génie du vigneron. Le génie du vigneron sur son exploitation, sur son vignoble. Et le génie du vigneron ne doit pas être brimé par un carcan trop strict qui l'empêche de s'exprimer. Et c'est pour ça que je trouve très très bien de s'inscrire dans une idée d'AOC, mais tout en laissant cette petite liberté qui permettrait à chacun d'entre nous, à tous les vignerons français, d'avoir 5, 10, 15% de son vignoble ou de son assemblage totalement libre. Et à travers ce génie du vigneron, à travers cette expérimentation à l'échelle d'une exploitation agricole, viticole, je ne suis absolument certain que de beaux enseignements pourraient être tirés pour préparer l'avenir,
collectivement. Donc là, Thomas en parle bien de l'AOC, une colonne vertébrale à 85% qui préserverait l'histoire et l'identité, et puis 15% finalement de créativité personnelle à l'initiative de vignerons. C'est ça, C'est exactement ça. Céline? Oui, mais alors, on était un peu timoré finalement au niveau du syndicat, puisqu'on s'est limité à 5%, mais c'est dans cet état d'esprit. Oui, je crois qu'évidemment, il faut évoluer. L'idée, enfin, tout à l'heure, on l'a déjà un petit peu exprimé, ce n'est pas de modifier catégoriquement et brutalement, même si on considère que l'on implante 5 voire 15%, ce qui est déjà un pourcentage plus important. Il faut voir le pas de temps de ce type de modification, parce que vraiment, on travaille sur des durées très longues. Le temps de changer la totalité d'un vignoble, ça prendrait plusieurs générations. Donc oui, un peu de liberté. Et puis, ce qui aujourd'hui est novateur, peut-être que dans quelques années, on va se l'approprier, on va peut-être voir que ça a un intérêt, et puis le développer ou non. Donc ça laisse une marge de manœuvre quand même pour la génération future, et puis pour avoir un petit peu de recul, parce que sans les avoir implantés sur notre territoire, c'est compliqué d'avoir un jugement précis sur la valeur d'un vin. On peut faire des micro-cuvées sur de l'expérimentation, sur quelques rangs, mais finalement, on se rend compte que c'est rarement représentatif de la valeur réelle d'un cépage. Il faut quand même un minimum de surface, une cuvée de quelques hectos ou de quelques dizaines d'hectos pour avoir une idée précise de la valeur d'un cépage, et ça, que ce soit répété dans le temps. Donc oui, moi, je pense qu'il faut évidemment évoluer progressivement, sans révolutionner, mais s'adapter au fil du temps. Oui. Jérémy? Alors, moi, je pense que l'expérimentation, elle est importante, que le génie du vigneron puisse s'exprimer, c'est évidemment très important. Après, je pense malgré tout, je vais passer pour le traditionnaliste de la table ronde, mais que effectivement, l'identité est importante et c'est ce qui distingue les terroirs. C'est ce qui fait qu'on a des points de repère, et c'est ce qui a fait la grandeur de Bordeaux, de la Bourgogne, etc., parce qu'il y avait des identités assez fortes. Ce que je pense aussi, pardon d'être un peu provocateur, mais c'est qu'il y a des appellations qui sont concernées par ces décisions, qui sont des appellations qui ne vont pas forcément très bien, et on a du mal aujourd'hui à se distinguer. Et donc je pense que ça ne serait absolument pas un problème de déclasser et de ne pas être dans l'AOC pour faire ces expérimentations, en l'occurrence dans ces AOC qui sont concernés, et que ça ne dévaloriserait pas. Déclassé, tu veux dire en IGP ou en vin de France, par exemple. Exactement. Et que après, si on tire des leçons, et tant mieux, et qu'on se rend compte qu'effectivement, l'Alvarinho, même s'il est sur des schistes et des granites ailleurs, il se porte très bien ici, eh bien, j'ai envie de dire tant mieux, et à ce moment-là, on l'introduira dans l'AOC. Ma question porte plus sur la prudence et la précipitation. Et l'autre partie du marché de Bordeaux qui se porte mieux et qui est très connue, elle peut aussi faire cette expérimentation. Et s'il y a le tampon d'un grand château derrière qui dit « j'ai fait quelque chose et c'est intéressant », je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils seront capables de trouver un marché pour ces vins-là. Donc moi, mon seul sujet, c'est de dire est-ce que c'est dans le cadre de l'AOC que ça doit se faire ? Céline, c'est un peu les deux finalement, puisque vous avez testé en AOC, vous avez testé en IGP et en vin de France également. Oui, alors là, je suis très ouverte là-dessus, c'est-à-dire que l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien faire quelques tests sur des cuvées de Bordeaux, ce qui permet vraiment des gens, y compris des personnes qui n'ont pas l'habitude de produire des vins de France ou des IGP, d'avoir ce type de cépage, mais rien n'empêche de tester des cépages en IGP ou en vin de France. Et alors là, par contre, la palette, elle est beaucoup plus large. Donc on ne se limite pas à quelques cépages qui ont été sélectionnés parce qu'on considère que peut-être ils pourraient avoir un intérêt dans l'AOC pour plus tard. Là, on ouvre le champ des possibles et on ne se limite pas à telle ou telle couleur ou tel profil. On peut être beaucoup plus large, c'est-à-dire qu'on peut parler de blanc sec, on peut parler de rosé, on peut parler d'effervescent, et puis sur des profils très différents, peut-être aussi pour des moments de consommation différents, pour des publics différents, et ouvrir le champ des possibles vis-à-vis de nos consommateurs, même si on reste sur la même région de production. Alors évidemment, là, il ne s'agit pas de réfléchir à un projet marketing, mais bien de rester dans le sujet de l'urgence climatique par rapport à ces cépages qui pourraient être introduits. Thomas, à quel cépage penses-tu particulièrement pour ceux qui pourraient constituer ces 15% de Château Palmer demain, par exemple ? Moi, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire des cépages dans le Bordelais, et on a très concrètement utilisé des cépages anciens pour un petit projet à Palmer, qui est un projet de production de vin blanc. Un hectare avec 4 cépages anciens qui, pour certains, ont même totalement disparu de la région.
Et donc effectivement, dans ce cas-là, c'est un vin de France qui ne revendique aucune appellation, puisque un de ces cépages qui s'appelle le Lauzet ou Courbin blanc aurait existé à Bordeaux jusqu'au début du 19e, mais n'existe plus aujourd'hui. Donc il n'est pas intégré dans l'AOC. Après, quand on lit ces vieilles ampélographies, on se rend compte qu'à Bordeaux, il y avait du pinot noir, il y avait de la syrah, il y avait un nombre très important de cépages, une cinquantaine de cépages. On se rend compte aussi qu'un cépage comme le Balbec, qui est aujourd'hui plus trop cultivé, était très probablement majoritaire à une certaine époque, au 19e en particulier. Donc je pense que laisser une liberté est absolument important pour aller de l'avant. Dans la plupart des AOC, il est autorisé d'assembler les millésimes à hauteur de 15%. Donc un millésime revendiqué doit contenir au moins 85% du millésime en question. Pourquoi ce ne serait pas la même chose avec le cépage? Est-ce que mettre 2% de, je dis n'importe quoi, de Syrah dans un assemblage de Château Palmer, ça changerait fondamentalement le goût de Château Palmer, le style de Château Palmer, l'identité de Château Palmer? Je ne crois pas. D'ailleurs, nous faisons à titre là aussi un peu expérimental et pour nous amuser, une petite cuvée qui porte un nom à coucher dehors, qui s'appelle en anglais Historical 19th Century Wine, vin historique du 19e siècle. C'est un clin d'œil à la vallée du Rhône. Là. C'est un clin d'œil à la vallée du Rhône. Donc c'est une cuvée où nous reproduisons une méthode ancienne du 19e qui était d'ermitager les grands vins de Bordeaux, apporter un petit peu de Syrah des côtes du Rhône septentrional à hauteur de quelques pourcentages. Donc nous le faisons, c'est un vin de France, c'est pas dans le cadre de Palmer, c'est dans le cadre d'une petite structure indépendante. 90% du vin de la propriété, 10% du vin de Syrah des côtes du Rhône septentrional. Et je peux vous garantir que quand je fais goûter ce vin à l'aveugle à la propriété, ce que je fais souvent parce que c'est très amusant, les dégustateurs sont certes un peu déroutés, mais leur première réaction, c'est on est dans le coin, on est un peu à la maison. Mais il y a cette petite note qui laisserait penser que... Donc on ne dévoie pas l'identité. On amène des petites notes de sel et de poivre. C'est la créativité nécessaire, à mon avis. Jérémy, toi qui voyages beaucoup dans les vignobles français, mais dans les vignobles du monde, est-ce que tu as le sentiment que les vignerons sont assez nourris en termes de connaissances ampélographiques via la Vermorel, le traité que tu évoquais tout à l'heure, à plus d'un siècle? Thomas, Pierre Gallet nous a quittés il y a 1 an ou 2. Boursicot va bientôt prendre sa retraite à Montpellier. Est-ce qu'aujourd'hui, les chercheurs renseignent assez les vignerons français? Alors, je pense qu'on est dans un monde où l'information transite un petit peu plus. Donc, c'est les bienfaits des médias. Et donc, je pense que oui, en tout cas, on a accès à une information ampélographique plus large et plus importante. On a eu ce livre qui a été fait par Jancis Robinson et José Willamo récemment, Wine Grapes notamment, qui traite des cépages. Donc, j'ai l'impression qu'il y a plus d'échanges et qu'il y a plus de connaissances. Et puis la globalisation du vin fait que les gens voyagent plus, s'interrogent plus, goûtent plus, et donc sont plus confrontés à d'autres expressions et à d'autres cépages. Donc, ce qui permet les expérimentations et qui, encore une fois, sont nécessaires. Après, je voudrais juste revenir sur des choses qui ont été dites. Moi, j'entends, et bien sûr que effectivement, un petit pourcentage ne bouleverse pas forcément. Après, l'expérimentation a peut-être pour vocation à un moment d'aller plus loin, ou en tout cas, elle ouvre la porte à aller plus loin. Et effectivement, là, à nouveau, on touche à l'identité. Surtout, pour moi, la grande question, c'est en fait, on répond à des questions par d'autres questions. Alors que je pense qu'aujourd'hui, on a déjà des réponses. Il y a déjà des éléments de réponse. Et il y a urgence. Alors, je ne vais pas faire de procès d'intention sur les journalistes, j'en suis un, donc je veux pas... Voilà, mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ces nouveaux cépages. C'est ce qui a été beaucoup mis en avant. Alors qu'à mon avis, il y a énormément d'autres paramètres qui méritent d'être mis en avant.
Avant des réencépagements, d'autres méthodes peuvent être appliquées. Thomas en parlait tout à l'heure, par exemple, la surface foliaire ou le matériel végétal. Le matériel végétal, on a fait de la sélection clonale avec des clones qui montaient vite en maturité. Aujourd'hui, on rétropédale et c'est très important. Et je pense que la diversité végétale est extrêmement importante et va être un des éléments de réponse le plus important face au climat. On peut retravailler sur des individus à maturation plus lente, on peut retravailler les massales et déjà le faire sur les cépages existants. On peut travailler sur la surface foliaire. Je crois qu'à Palmer, il y a quelques 40 hectares ou quelque chose comme ça de ponts. Donc c'est une technique qui vient du Rhône, hein, où on ne coupe pas l'apex et puis on attache deux pieds adjacents en forme de pont ou d'arche. On le faisait traditionnellement plutôt pour avoir une surface de foliaire importante et avoir une meilleure photosynthèse. Aujourd'hui, on se rend compte que ça marche très bien pour les effets d'ombre aussi. Et qu'en plus, on a moins d'entrecœurs, donc finalement, on est plus aéré. Donc effectivement, on a un certain nombre de choses à gérer. Comme je le disais, on peut avoir une forte pression fongique, une forte pression champignon à un moment de l'année. Et puis après, on peut avoir des échaudages. Et on a des techniques qui marchent en ce sens. Donc je pense qu'au-delà du débat sur est-ce qu'il faut ou pas diversifier les cépages, ça serait bien aussi que d'autres techniques très importantes ou d'autres paramètres extrêmement importants soient mis en avant et soient sur le devant de la scène, parce que je pense que c'est aussi comme ça qu'on s'en sortira. Je vais poursuivre en répondant à cette problématique à nouveau par une question. Désolé Jérémy, mais c'est la question de l'identité aussi qui est sous-jacente derrière tes propos. L'identité des vins de Bordeaux est-elle éternelle ? Alors l'identité des vins, de toute façon, elle évolue et elle a déjà évolué. Il y a 4 décennies, on ne produisait pas les mêmes vins. L'introduction de nouveaux cépages que tu redoutes, la redoutes-tu parce que justement l'identité... Moi, ce que je pense, mais encore une fois, je suis peut-être un traditionnaliste, c'est que ce qui a fait la magie de Bordeaux, on s'en est un petit peu détourné. Et il n'y a pas que finalement la maturité qui a fait ça, hein. Il y a eu une recherche à un moment d'extraction, d'élevage assez marqué. Et on s'est détourné. Il y a eu un effet anti-végétal qui, à mon avis, était néfaste pour la fraîcheur des vins. Et déjà, si on revenait, si on réadoptait les caractères herbacés du vin, qui sont une partie intrinsèque du caractère de Bordeaux, ces fameux méthoxypyrazines, comme on les appelle, qui donnent ces nez un peu de goudron. Alors effectivement, quand c'est quand c'est du poivron, pardon, qui n'est pas cuit, c'est vrai que c'est pas très agréable. Mais par contre, quand on a un peu d'herbacé, je trouve que ça peut être très agréable et ça apporte de la fraîcheur. Et je pense que les grands vins du passé avaient ces notes herbacées, on acceptait une petite forme de sous-maturité quelque part. En tout cas, on ne parlait pas de la maturité phénolique à l'époque, hein. On parlait que de la maturité technologique, donc des équilibres sucre-alcool. Maintenant on parle beaucoup de la maturité phénolique, ça appelle derrière aussi des réflexions sur l'extraction, parce que finalement si on a des vins plus frais, peut-être qu'il faut moins extraire. Donc ça aussi c'est des débats intéressants et je pense que finalement on pourrait revenir vers des identités plus fraîches par des techniques au vignoble et au chai, sans forcément bouleverser au niveau ampélographique. Céline, cette question de l'identité, l'aborde-t-on de la même façon lorsqu'on est en Bordeaux, Bordeaux supérieur ou en entre-deux-mers que lorsqu'on est dans un grand cru classé? Est-ce que vous vous sentez plus libre finalement? Écoutez, que l'on soit en grand cru classé ou en entre-deux-mers ou en Bordeaux, on doit respecter un cahier des charges, donc ça c'est une chose. Par contre, je pense que dans un monde qui évolue très vite, un environnement, mais aussi une société qui évolue très vite, on ne peut pas être figé sur des règles. Il faut aussi être ouvert, à mon avis, à un certain nombre d'évolutions. Après, peut-être qu'aussi, on ne peut pas focaliser le débat que sur les Bordeaux rouges d'un certain type. On est quand même dans une région, notamment sur la région des Bordeaux, Bordeaux-Sup, où on va voir une production dédiée à des blancs secs, à des rosés, à des créments de Bordeaux, à des Bordeaux rouges avec des profils différents qui peuvent être plus sur le fruit, facile d'accès, etc. Ou des vins plus construits, un peu plus charpentés, avec effectivement des techniques d'extraction et de l'élevage sur bois. Mais pour autant, on ne peut pas limiter notre débat à ces produits-là, qui sont des vins quand même très typiques, alors peut-être que plus spécifiques pour la région de mon voisin, mais nous, on a aussi quand même une grande diversité. Donc la problématique n'est pas tout à fait la même quand on veut élaborer des blancs secs sur de la fraîcheur, sur des côtés aromatiques intéressants, ou sur des rosés, on va dire, avec un profil un petit peu plus fun, et où on va chercher un peu moins de degrés, un peu plus d'aromatique. Donc là encore, les techniques de production vont s'adapter à ces différents objectifs et à ces différents profils. Et aussi,
les différents cépages. Donc le débat est bien plus vaste que simplement un cépage dans une caractéristique pour un profil produit dédié. Ouais. Thomas, pour conclure, la question justement de ces nouveaux cépages altère-t-elle la question de l'identité ? Non, elle la complète. Je crois qu'on parlait de la manière de faire, de toute l'intervention humaine. C'est l'homme qui fait l'identité. Parce que c'est l'homme qui donne son interprétation d'un lieu à travers des choix culturels, à travers des pratiques diverses et variées. Les cépages en font partie. Voilà, je pense qu'avec un certain cadre, avec une certaine compréhension, avec un certain respect de ce qu'ont fait de tous les vignerons qui nous ont précédés, tout en regardant l'avenir avec enthousiasme, on doit pouvoir trouver un compromis intelligent entre tradition, entre identité et innovation. On sent justement que des chemins nouveaux peuvent être empruntés. C'est en tout cas le souhait de Palmer et de Thomas Duroux. Quelques mots sur les 5 ans à venir, les priorités en termes de développement durable à Palmer, Thomas. Les priorités, c'est de continuer le chemin que nous avons pris et de le consolider, en particulier au niveau de la problématique phytosanitaire, qui est le plus gros challenge, et en essayant de sortir d'un concept que je trouve un peu dépassé, qui est j'ai une maladie, je cherche un moyen de taper dessus pour la contenir. Et plutôt d'essayer de voir les choses en grand, en large, avec de la hauteur, en disant si ce cryptogame est là, si ce parasite est là, c'est parce qu'il est heureux de l'être là, c'est parce que l'autre lui facilite la tâche. Et comment faire, comment réorganiser les choses, comment retrouver une certaine forme d'harmonie pour que ce parasite ou ce cryptogame soit moins à l'aise et ne se développe pas. Ça, c'est le plus gros défi. On a eu des moments vraiment très compliqués. On espère que ça ira mieux pour pouvoir continuer sur cette voie-là. Voilà. Céline, la présidente de la CAF coopérative que vous êtes, que va-t-elle engager de fort dans les 5 ans à venir en termes de développement durable ? Nous, tout l'engagement de notre CAF coopérative, c'est vraiment d'emmener avec nous l'ensemble des familles. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a le GI2E, on fixe des stratégies, mais il faut absolument qu'on arrive à embarquer tous ces projets au niveau du territoire dans un contexte économique, comme vous l'avez précisé, qui est quand même délicat. Donc, sans a priori, sans avoir d'idées toutes faites, il nous faut prendre vraiment les meilleures pratiques dans celles que l'on a testées, évoluer sur la gestion parasitaire, travailler aussi sur notre relation au territoire, puisqu'aujourd'hui c'est un enjeu. Nous, on est sur un territoire, 300 familles, ça fait des surfaces importantes, avec aussi des problématiques de voisinage, avec des problématiques liées à notre espace territorial. Donc, intégrer ces problématiques, prendre conscience de façon collective qu'il nous faut avancer, qu'il nous faut bouger, toujours dans le cadre d'un cahier des charges, mais parfois aussi dans le cadre d'autres productions, et également évoluer sur les produits, sur les profils produits que l'on sera en capacité de proposer demain aux consommateurs. Alors on a évidemment un débat sur l'AOC, mais aussi de façon plus large sur peut-être d'ouverture à d'autres types de production. Jérémy, de ton côté, toi qui voyages, qui observes, qui recherches, quels sont les grands sujets qui vont te mobiliser dans tes écrits à venir ? Déjà le changement climatique, très clairement, et l'adaptation, et puis évidemment... Chez Kedge, on essaie de sensibiliser les étudiants et ça passe par notamment un nouveau programme qui ne traite que de ça. Mais voilà, je pense qu'il y a clairement une urgence là-dessus. Après, je rejoins Thomas aussi sur cette notion de résistance parce qu'on parle beaucoup du cryptogamique et je pense que ça fait partie et que les maladies font partie de l'histoire de la vie. Et d'ailleurs, il y en aura d'autres. On a de nouvelles variétés résistantes qui ont vu le jour, on n'en a pas parlé, mais ça faisait partie aussi du sujet. Et je pense malheureusement que le champignon pathogène a la capacité de contourner, et donc que ces résistances ne sont pas pérennes, et qu'on est allé un peu vite en besogne en annonçant la résistance. Donc voilà, c'est suivre les tendances, comprendre le marché, et puis essayer de faire en sorte que le monde s'adapte, c'est je pense, le grand challenge. Après, un tout petit mot
pardon Thomas, je ne partage pas totalement une chose que tu as dit, c'est que moi je pense que dans les grands terroirs, le génie avant tout, c'est le lieu et le terroir. Alors je pense qu'il y a des vignerons qui sont géniaux, ça je suis complètement d'accord, et d'ailleurs mon premier livre était sur les vignerons et je pense qu'on n'en parle parfois pas assez. Néanmoins, je pense qu'il y a aussi des lieux qui ont une forme de magnétisme, qui ont quelque chose qui fait qu'il se passe quelque chose de différent pour la plante dans ces lieux. Et je pense que le génie du vigneron doit se mettre au service du lieu et doit tenter de préserver un bout de l'histoire. Et c'était un peu ce que j'essayais d'exprimer ce soir. Donc ça, c'est passionnant. C'est aussi un autre débat qui pourrait nous occuper 1 heure supplémentaire. Avant de passer à la remise des trophées à 19h, il nous reste précisément 3 minutes. Je vous propose deux questions à nos invités, si parmi vous, des gens veulent profiter de la présence de Céline Vostovitser, de Thomas Duroux et de Jérémy Kuckerman pour leur poser une question. Qui se lance? Pas de questions? Ça me rassure infiniment parce qu'on va respecter le timing. Merci beaucoup. On se retrouve dans 5 minutes à 19h. Céline Vostovitser, Thomas Duroux, Jérémy Kuckerman, merci infiniment pour vos témoignages. Merci, bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup, Rodolphe. Merci à tous.